Chapitre 4. Un cri dans la nuit. Le Simplon Orient Express arriva en gare de Belgrade à 9h moins le quart du soir. Il ne devait repartir qu'à 9h15, aussi Poirot descendit-il sur le quai. Mais il n'y resta pas longtemps. Il faisait très froid et une neige épaisse tombait au-delà du quai couvert. Poirot regagna donc son compartiment. Le contrôleur, qui se réchauffait sur le quai en battant la semelle, lui annonça « Monsieur, vos valises ont été transportées dans le compartiment numéro 1, le compartiment de Monsieur Bouc. »« Où est donc allé Monsieur Bouc ?»« Dans la voiture venant d'Athènes qu'on vient d'atteler à notre train. » Poirot se mit à la recherche de son ami. Monsieur Bouc ne voulut pas entendre ces protestations. « Ce n'est rien. Puisque vous vous rendez directement en Angleterre, mieux vaut que vous restiez dans la voiture de Calais. Quant à moi, je me trouve très bien ici. Sauf un petit médecin grec et moi, cette voiture est vide. Ah, mon ami, quelle nuit nous allons passer! Voilà des années qu'on n'a pas vu tomber tant de neige. Espérons que nous ne serons pas bloqués. Je vous assure que cette perspective ne me réjouit pas. » À 9h15 précise, le train démarra. Peu après, Poirot souhaita une bonne nuit à son compatriote et suivit le long couloir pour revenir en avant, dans sa propre voiture, près du wagon-restaurant. Déjà, les barrières se brisaient entre les voyageurs. Le colonel Arbuthnot, debout devant son compartiment, causait avec McQueen. McQueen s'arrêta net de parler en voyant Poirot. Il parut très surpris. « Tiens, je croyais que vous nous aviez quittés. N'aviez-vous pas dit que vous descendiez à Belgrade ? » ?»« Vous ne m'avez pas compris, » répondit Poirot en souriant. « On a enlevé vos bagages. Ils ont disparu. » »« Mais non, on les a simplement transportés dans un autre compartiment. »« Ah, bon !» McQueen reprit son entretien avec Arbuthnot et Poirot s'éloigna. Avant d'arriver à son compartiment, il vit la vieille américaine, Mrs. Hubbard, en conversation avec la dame au profil de mouton, une Suédoise. Mrs. Hubbard la pressait d'accepter un magazine. « Prenez-le, je vous en prie, j'ai un tas d'autres revues à lire. Mon Dieu, quelle affreuse température !» Elle adressa un petit salut aimable à Poirot. « Je vous remercie infiniment, » dit la Suédoise. « Dormez bien et votre migraine disparaîtra. Demain, vous n'y penserez plus. » « Ce n'est que le froid. Je vais me préparer une tasse de thé bien chaude. »« Vous voulez de l'aspirine ? Ah, vous en avez ! Alors, bonne nuit !» Comme son interlocutrice s'éloignait, Mrs. Hubbard, encline à bavarder, se tourna vers Poirot et lui dit « C'est une Suédoise, une sorte de missionnaire, une institutrice, à l'entendre parler. Elle est très sympathique, mais elle s'exprime très mal en anglais. Ce que je lui ai raconté au sujet de ma fille l'a beaucoup intéressée. » Bientôt, Poirot et tous ceux qui comprenaient l'anglais dans le train connurent la fille de Mrs. Hubbard. La fille et le gendre de Mrs. Hubbard étaient professeurs au grand collège américain de Smyrne. Mrs. Hubbard venait d'accomplir son premier voyage en Orient et racontait à qui voulait l'entendre ce qu'elle pensait des Turcs, de leur indolence et de l'état de leur route. La porte du plus proche compartiment s'ouvrit et le domestique anglais en sortit. À l'intérieur, Poirot aperçut Mr. Ratchett assis sur sa couchette. À la vue de Poirot, le millionnaire changea d'expression et son visage se crispa de colère.
Puis, la porte se referma. Mrs. Hubbard attira Poirot un peu à l'écart. « Cet homme me fait une peur bleue. Pas le valet de chambre. L'autre, son maître. Il a quelque chose de faux dans son regard. Ma fille dit toujours que mon intuition ne me trompe jamais sur les gens. Et mon opinion est faite sur cet individu. L'idée qu'il occupe le compartiment contigu au mien n'est pas rassurante du tout. La nuit dernière, j'ai entassé mes valises contre la porte de communication. Il m'a semblé entendre bouger la poignée. Je ne serais nullement surprise d'apprendre que c'est un bandit, un de ces dévaliseurs de train dont on parle tant. Je sais bien que c'est stupide ce que je dis là, mais qu'y faire ? Cet homme m'effraie, voilà tout. Ma fille me disait que le voyage serait agréable. Eh bien non, je tremble de me sentir en pareil voisinage. Le pis peut arriver. Comment ce charmant jeune homme peut-il être le secrétaire de ce sinistre individu ? Je me le demande. Le colonel Arbuthnot et McQueen arrivaient dans leur direction. « Venez dans mon compartiment » disait McQueen au colonel. « Je voudrais connaître votre politique dans les Indes en ce qui concerne… » Les deux hommes passèrent dans le couloir et se rendirent au compartiment de McQueen. Mrs. Hubbard souhaita une bonne nuit à Poirot. « Je vais me mettre tout de suite au lit et je lirai, » lui dit-elle. « Bonne nuit ?»« Bonne nuit, madame. » Poirot rentra dans son propre compartiment, contigu aussi à celui de Ratchet. Il se déshabilla, se coucha et lut pendant une demi-heure environ avant d'éteindre la lumière. Quelques heures plus tard, il se réveilla en sursaut. Une sourde exclamation, presque un cri, tout proche, l'avait arraché au sommeil et au même instant une sonnerie retentit. Poirot, réveillé, se redressa sur son séant et tourna le bouton du commutateur. Le train était arrêté. Sans doute se trouvait-on dans une gare. Poirot se souvint alors que Ratchet occupait le compartiment voisin du sien. Il se leva et ouvrit sa porte. À l'instant même, le contrôleur du wagon-lit arrivait en toute hâte et frappait à la porte de Ratchet. Poirot laissa sa porte légèrement entr'ouverte et se tint aux aguets. Le contrôleur frappa une seconde fois. Au même instant retentissait un nouveau coup de sonnette et à une autre porte plus loin apparut une lumière rouge indiquant qu'un voyageur avait appelé. Du compartiment le plus proche de celui de Poirot, une voix s'éleva et prononça en un français très correct « Ce n'est rien, je me suis trompé. »« Bien, monsieur. » Le contrôleur se dirigea en toute hâte vers la porte où apparaissait la lumière rouge. Poirot, l'esprit soulagé, retourna au lit et éteignit sa lampe, non sans avoir jeté un coup d'œil à sa montre. Il était exactement 1h moins 23. Chapitre 5. Le crime. Il ne put se rendormir. Tout d'abord, il lui manquait le mouvement berceur du train. Cette gare paraissait étrangement paisible et, par contraste, les bruits intérieurs du wagon-lit devenaient extraordinairement sonores. Il entendait Ratchet remuer à côté. Le déclic du lavabo, le gargouillement du robinet, puis de la cuvette, un éclaboussement d'eau, un autre déclic et la cuvette se remettait en place. Dans le couloir passa une personne en pantoufles. Hercule Poirot, éveillé, leva les yeux au plafond. Pourquoi ce silence absolu dans cette gare ? Poirot se sentait la gorge sèche. Il avait oublié de commander son habituelle bouteille d'eau minérale.
Un coup d'œil à sa montre lui apprit qu'il était 1h15. Il allait poser le doigt sur la sonnette et demander de quoi boire, mais il s'arrêta. Une autre sonnerie venait de retentir. Le contrôleur ne pouvait répondre à tous en même temps. Ding, ding, ding. Où était donc l'employé? La personne s'impatientait et continuait d'appuyer sur le bouton. Ding, ding. Soudain, l'homme arriva en courant et frappa à une porte non loin de celle de Poirot. Le détective entendit ensuite la voix déférente du contrôleur, puis le caquet insistant et volubile d'une femme. Mrs. Hubbard. Poirot ne put réprimer un sourire. L'explication dura un long moment. La dame parlait sans arrêt et laissait à peine le temps au malheureux employé d'avancer timidement un mot. Enfin, tout parut s'arranger et Poirot entendit distinctement « Bonne nuit, madame ». La porte se referma. Poirot pressa alors du doigt le bouton de sonnette. Le contrôleur se précipita, l'air contrarié et affairé. « De l'eau minérale, s'il vous plaît. »« Bien, monsieur. » Peut-être un clignement d'œil de Poirot incita-t-il le contrôleur à quelque confidence. La dame américaine. Eh bien, l'employé s'épongea le front. Elle prétend qu'un homme se cache dans son compartiment. Vous voyez cela d'ici. Dans un espace aussi restreint, où pourrait-il se loger? J'ai essayé de lui faire entendre raison et de lui démontrer l'impossibilité de ce qu'elle redoute. Elle continue à me soutenir qu'en se réveillant, elle a vu un homme. Je lui demande comment a-t-il pu s'en aller en laissant la porte fermée au loquet à l'intérieur. Elle ne veut rien savoir. Comme si nous n'avions pas assez d'ennuis par ailleurs. Cette neige. La neige? Eh oui, monsieur. Monsieur n'a donc pas remarqué que le train ne marche plus? Il est arrêté par la neige. Dieu seul sait combien de temps nous resterons ici. Je me souviens d'avoir une fois été bloqué par la neige 7 jours durant. Où sommes-nous? Entre Winchelsea et Broad. Pas de veine, soupira Poirot, ennuyé. L'homme s'éloigna, puis revint avec la bouteille d'eau minérale. Bonsoir, monsieur. Poirot avala un verre d'eau et se disposa à dormir. À peine se replongeait-il dans le sommeil qu'il fut de nouveau réveillé. On eût dit qu'un objet lourd était tombé près de sa porte. Il sauta en bas de sa couchette, ouvrit la porte et regarda. Rien. Mais à droite, un peu plus loin dans le couloir, une femme enveloppée d'un peignoir rouge s'éloignait. À l'autre extrémité, assis sur son petit tabouret, le contrôleur faisait des comptes sur de grandes feuilles de papier. Tout était calme. Décidément, j'ai les nerfs malades, songea Poirot en retournant se coucher. Cette fois, il dormit jusqu'au matin. Quand il rouvrit les yeux, on ne marchait toujours pas. Poirot leva le store pour jeter un coup d'œil au dehors. D'énormes amas de neige bloquaient le train. Il consulta sa montre. 9 heures passées. À 10h moins le quart, Poirot, frais et pimpant selon son habitude, fit son entrée dans le wagon-restaurant où retentissait un chœur de lamentation. Toutes les barrières sociales entre les voyageurs se trouvaient à présent renversées. La commune infortune rapprochait tout le monde. Mrs. Hubbard geignait plus fort que les autres. « Ma fille me disait de me reposer tranquillement dans le train jusqu'à Paris. Pendant combien de jours allons-nous rester ici sans bouger? Et mon bateau qui part après-demain? Comment faire? Je ne puis même pas télégraphier pour décommander ma cabine.
Je suis furieuse rien que d'y penser. » L'Italien déclarait que des affaires importantes l'attendaient à Milan et le grand Américain au costume voyant essayait de consoler sa compatriote en lui disant que le train pouvait encore rattraper son retard. « Ma sœur et ses enfants qui m'attendent !» gémissait la dame suédoise. « Impossible de les avertir. Que vont-ils s'imaginer ? Ils croiront sûrement qu'il m'est arrivé malheur. » « Combien de temps allons-nous demeurer ici ? Quelqu'un a-t-il une idée ? » s'enquit Marie d'Ebenham. Sa voix trahissait une certaine impatience, mais Poirot n'y retrouva aucune trace de cette inquiétude nerveuse qu'elle avait manifestée durant l'arrêt très court du Taurus Express. Mrs. Hubbard se livrait de nouveau à ses jérémiades. « Et dire qu'il y a des personnes capables de vous renseigner dans ce train ? Ces étrangers n'essayeront même pas de nous tirer de là. Ah, en Amérique ?» Arbuthnot se tourna vers Poirot et lui parla en français avec un accent britannique très prononcé. « Vous êtes un directeur de la ligne, je crois, monsieur. Vous pouvez nous dire… » Souriant, Poirot rectifia. « Non, non, ce n'est pas moi. Vous me confondez avec mon ami, monsieur Bouc. »« Oh, excusez-moi. Il n'y a pas de quoi. Cette erreur est tout naturelle. J'occupe en ce moment même son ancien compartiment. » Monsieur Bouc ne se trouvait pas dans le wagon-restaurant. Poirot promena son regard autour de lui pour voir qui d'autre manquait. La princesse Dragomirov était absente, ainsi que le jeune couple hongrois, Ratchet, son domestique et la femme de chambre allemande. La Suédoise s'essuya les yeux. « Je suis ridicule de plairer ainsi. Quoi qu'il arrive, nous devons accepter notre sort. » Toutefois, cette résignation chrétienne était loin d'être partagée par tous les voyageurs. « Vous en parlez à votre aise, » déclara McQueen. « Ne savez-vous donc pas que nous pouvons être retenus ici pendant des jours et des jours ? » « Dans quel pays sommes-nous ? » Quand on lui apprit que c'était la Yougoslavie, elle répliqua. « Ah, encore un de ces territoires balkaniques. Que va-t-il nous arriver ? » ?»« Mademoiselle, vous seule montrez un peu de patience, » observa Poirot à Marie d'Ebenham. Elle haussa légèrement les épaules. « À quoi sert de se plaindre ? Vous êtes philosophe, mademoiselle. Cela impliquerait un certain détachement. Je suis plutôt égoïste et je m'applique à éviter toute émotion inutile. » Elle parlait plutôt pour elle-même et son regard se portait vers la fenêtre et les amas de neige au dehors. « Vous avez du cran, mademoiselle. De nous tous, c'est vous qui semblez posséder le plus de force morale. » »« Pour ça, non. Je connais quelqu'un de bien plus fort que moi. » »« Qui donc ? » Elle parut soudain prendre conscience qu'elle parlait à un étranger, un homme avec qui, jusqu'à ce matin-là, elle avait à peine échangé une demi-douzaine de phrases. À cette pensée, elle fit entendre un petit rire amusé, puis reprit. « Je veux parler de cette vieille dame. Vous l'avez sans doute remarqué. Une femme très laide, mais avec un certain charme fascinateur. Il lui suffit de lever le petit doigt et de prononcer quelques mots polis pour que tout le personnel du train s'empresse autour d'elle. Il s'empresse également auprès de mon ami, Monsieur Bouc, parce qu'il est un des directeurs de la compagnie, et non à cause de son esprit dominateur. » Marie d'Ebenham sourit. La matinée s'avançait. Plusieurs voyageurs, parmi lesquels Poirot,
demeurèrent dans le wagon-restaurant et bavardèrent, histoire de passer le temps. Poirot en apprit davantage encore sur la fille de Mrs. Hubbard et connut sur le bout des doigts les habitudes quotidiennes de feu Mr. Hubbard depuis l'heure du lever, où le brave homme commençait son déjeuner par des céréales, jusqu'à celle où il se couchait, les pieds dans les chaussons de nuit tricotés par Mrs. Hubbard elle-même. Tandis que la Suédoise lui exposait en termes vagues les buts des missionnaires en Orient, Monsieur Poirot vit avancer vers lui un employé des wagons-lits. « Pardon, monsieur ? Eh bien, Monsieur Bouc serait très désireux que vous veniez vous entretenir avec lui quelques minutes. » Poirot s'excusa auprès de la dame et suivit l'employé. Ce n'était pas le contrôleur de son propre wagon, mais un gros blond. Précédé de son guide, le détective longea le couloir de sa voiture et passa dans la suivante. L'homme frappa à une porte et se rangea pour le laisser entrer. C'était un compartiment de seconde classe, choisi sans doute parce qu'il était plus spacieux. Il était déjà encombré. Monsieur Bouc était assis au fond. En face de lui, un petit homme brun regardait la neige par la fenêtre. Debout, et empêchant Poirot d'avancer, se tenait le chef de train, un colosse en uniforme bleu, et le conducteur de son wagon. « Ah, vous voici, mon cher ami !» s'exclama Monsieur Bouc. « Entrez donc, nous avons besoin de vous. » Le petit homme brun, assis près de la fenêtre, recula, cédant sa place à Poirot, qui se serra pour passer devant les deux autres hommes et s'installa vis-à-vis de son ami. L'expression de M. Bouc lui parut significative. De toute évidence, il s'agissait d'une affaire grave. « Que se passe-t-il » demanda Poirot. « Bien des choses. D'abord, cette neige, cet arrêt et... » Il fit une pause. Le contrôleur du wagon-lit poussa un soupir. « Eh bien, et après ? » « Un voyageur a été assassiné cette nuit. » acheva Monsieur Bouc. « Un voyageur ? Lequel ? » ?»« Un Américain, un nommé... » Il consulta les papiers posés devant lui. « Ratchett. C'est cela, n'est-ce pas ? Ratchett ? » ?»« Oui, monsieur, » répondit le contrôleur. Poirot observa l'employé. Il était blanc comme un linge. « Faites asseoir cet homme, » dit-il. « Il va tomber en syncope. » Le chef de train recula et le contrôleur s'écroula sur la banquette, enfouissant son visage entre ses mains. « Voilà qui est sérieux, » dit Poirot. « Certes, un meurtre constitue toujours un affreux événement, mais cette fois les choses se compliquent. Il se peut que nous soyons retenus ici pendant des heures, voire des journées entières. En outre, dans la plupart des autres pays, des représentants de la police montent dans le train. En Yougoslavie, personne ne se dérange. Alors, vous comprenez... » « En effet, cela n'améliore pas la situation, » observa Poirot. « Elle tournera peut-être au tragique, » déclara Monsieur Bouc. « Docteur Constantine, excusez-moi de ne pas vous avoir présenté encore à mon ami, Monsieur Poirot. » Le petit homme brun et le détective échangèrent un salut. Suivant l'avis du docteur, le crime a été commis vers 1h du matin. Il serait difficile de préciser le moment, mais je crois pouvoir affirmer que la mort a eu lieu entre minuit et 1h du matin. « Quand a-t-on vu Mr. Ratchett pour la dernière fois ?» demanda M. Poirot. « À 1h moins 20, il a parlé au contrôleur, » dit M. Bouc. « C'est exact, » acquiesça Poirot.
Je l'ai moi-même entendu. Est-ce bien la dernière fois que Ratchet a été vu vivant ? Oui. Le docteur ajouta. La fenêtre du compartiment de Mr. Ratchet a été trouvée grande ouverte afin de laisser croire que le meurtrier s'est échappé par là. Mais alors, des traces eussent été visibles sur la neige. Et il n'y en avait aucune. Quand le crime a-t-il été découvert ? Le contrôleur du wagon-lit se redressa, l'air effaré. Expliquez à monsieur ce qui s'est passé exactement, ordonna monsieur Bouc. L'homme parla d'une voix tremblante. Dans la matinée, le domestique de Mr. Ratchet frappa plusieurs fois à la porte de son maître sans obtenir de réponse. Voilà une demi-heure, le maître d'hôtel du wagon-restaurant désirait savoir si monsieur déjeunait. Il était 11 heures. Je lui ouvris la porte avec ma clé. Mais la chaînette de sûreté était mise à l'intérieur et personne ne répondait. Rien ne bougeait de le compartiment et il faisait froid. Terriblement froid avec la fenêtre ouverte et la neige qui entrait. Croyant que le monsieur était peut-être malade, j'allais chercher le chef de train et nous avons dû briser la chaîne pour pénétrer dans le compartiment. Mr. Ratchet était... Ah, c'est terrible! De nouveau, il enfouit son visage dans ses mains. La porte était fermée et la chaînette mise à l'intérieur, répéta Poirot. Ne s'agirait-il point d'un suicide ? Le docteur grec fit entendre un rire sarcastique. Un homme se suicide-t-il en se donnant des coups de couteau en 10 ou 12 endroits ? Les yeux de Poirot s'agrandirent. Quelle férocité ! Pour la première fois, le chef de train prit la parole. C'est une femme. Croyez-moi, seule une femme frappe de cette façon. Le docteur Constantine fronça le sourcil. Si c'est une femme, elle doit posséder une force herculéenne, observa-t-il. Sans entrer dans les détails techniques, je puis vous assurer qu'un ou deux de ces coups ont été portés avec une telle violence qu'ils ont traversé d'épaisses couches de muscles. Visiblement, ce crime n'offre rien de scientifique dans son exécution. En effet, approuva le docteur Constantine. Les coups semblent avoir été portés au hasard et certains n'ont fait qu'effleurer la peau. On dirait que le meurtrier, les yeux fermés, a frappé au petit bonheur. C'est une femme. Les femmes sont ainsi faites. La rage décuple leur force, ajouta le chef de train, qui semblait parler par expérience. Je vais peut-être vous apprendre du nouveau, dit Poirot. Mr. Ratchet m'a parlé hier et, autant que je pus comprendre, sa vie était menacée. Sans doute par une de ces bandes de gangsters américains. En ce cas, ce n'est pas une femme qui aurait tué. Le chef de train parut contrarié de voir s'écrouler son hypothèse. Alors, le crime a été commis par un amateur, déclara Poirot d'un ton désapprobateur. J'ai remarqué dans le train un grand Américain d'allure commune, habillé d'un costume voyant et qui mâche de la gomme. Vous voyez qui je veux dire ? Demanda monsieur Bouc, poursuivant son idée. Le conducteur à qui il avait posé la question répondit. Oui, monsieur, le numéro 16. Mais ce ne peut être lui. Je l'aurais vu entrer ou sortir du compartiment. Ce n'est pas sûr. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Reste à savoir ce que nous allons faire maintenant. Son regard interrogateur se tourna vers Poirot. Le détective le regarda à son tour. Voyons,
Mon ami, reprit M. Bouc, vous devinez ce que j'attends de vous. Je connais vos capacités. Prenez en moins la direction de l'enquête. Ne me refusez pas ce secours. Pour nous, je veux dire, pour la Compagnie internationale des wagons-lits, cette affaire est grave. Elle se simplifierait si nous pouvions découvrir le coupable avant que la police yougoslave s'en mêlât. Autrement, nous aurons des ennuis, des retards et des difficultés de toutes sortes. Peut-être même des innocents seront-ils accusés. Tandis que si vous découvrez la solution du mystère, nous dirons « Un meurtre a été commis, voici l'assassin ». Et si j'échoue ? Ah, mon cher ! La voix de M. Bouc se fit positivement caressante. Je connais votre renommée et j'ai entendu parler de vos méthodes. C'est une affaire faite pour vous. Étudier les antécédents de tous ces gens, leur bona fide, cela demande beaucoup de temps et de soucis. Mais ne m'avez-vous pas maintes fois répété que, pour découvrir un coupable, il suffisait simplement de s'asseoir dans un fauteuil et de réfléchir ? Eh bien, mettez-vous à l'œuvre. Interrogez les voyageurs du train, examinez le cadavre, réfléchissez aux indices qui s'offriront et je réponds que vous réussirez. Faites fonctionner, comme je vous l'ai également entendu dire, les petites cellules grises de votre cerveau et vous nous désignerez bientôt le coupable. Penché en avant, il regardait Poirot avec affection. « Votre confiance ne laisse pas de me toucher, mon ami, » dit Poirot d'une voix émue. « Comme vous le dites, le problème ne doit pas être très facile à résoudre. La nuit dernière, mais n'anticipons pas, le fait est qu'il y a à peine une demi-heure, je songeais, avec appréhension, que nous allions passer de mortelles heures bloqués par cette neige. Et voici que se présente une énigme des plus passionnantes. Alors, vous acceptez ? J'accepte. Vous me chargez de l'enquête ? Entièrement. Et nous nous mettons à votre disposition. Tout d'abord, je désirerais un plan du wagon-lit Constantinople-Calais avec les noms des voyageurs qui occupent les différents compartiments, leurs passeports et leurs billets de chemin de fer. Michel, veuillez aller chercher tout cela. Le contrôleur du wagon-lit quitta le compartiment. Quels sont les autres voyageurs du train ? Dans cette voiture, il n'y a que le docteur Constantine et moi. Dans la voiture de Bucarest, il y a un vieillard estropié d'une jambe et bien connu du contrôleur. Après vient le fourgon à bagages qui ne nous intéresse pas puisque, une fois le dîner servi, hier soir, on l'a fermé à clé. Il semblerait donc que nous devrions chercher le meurtrier parmi les voyageurs de la voiture Constantinople-Calais. Il se tourna vers le docteur. « C'est bien votre opinion ?» Le grec acquiesça d'un signe de tête. « Depuis minuit et demi, nous sommes bloqués par la neige amoncelée. À partir de ce moment-là, personne n'a pu quitter le train. » Monsieur Bouc déclara solennellement. « L'assassin est parmi nous, dans ce train même. » Chapitre 6. Une femme ? Tout d'abord, je voudrais dire un petit mot au jeune Mr. McQueen. Il peut nous fournir quelques renseignements précieux. « Certainement, » dit M. Bouc. Il se tourna vers le chef de train. « Priez Mr. McQueen de venir. » Le contrôleur reparut à ce moment avec un paquet de passeports et de billets de chemin de fer. M. Bouc les lui prit des mains. « Merci, Michel. Pour l'instant, il vaudrait mieux que vous rejoigniez votre poste. Plus tard, nous vous interrogerons. Bien,
monsieur. Michel quitta le compartiment. Lorsque nous aurons vu le jeune McQueen, le docteur voudra bien peut-être m'accompagner dans le compartiment de la victime, demanda Poirot. Volonté, monsieur. Ensuite, mais le chef de train revenait, suivi de Mr. McQueen. Monsieur Bouc se leva. Nous sommes entassés ici, constata-t-il. Prenez ma place, monsieur McQueen. Monsieur Poirot restera assis devant vous. Il se tourna vers le chef de train. Faites évacuer le wagon-restaurant, ordonna-t-il, et qu'on le mette à la disposition de monsieur Poirot. Vous y serez mieux, mon cher ami, pour conduire votre enquête. Oui, ce serait préférable, en effet. McQueen demeurait debout et regardait l'une après l'autre les personnes présentes, incapable de saisir ces rapides paroles débitées en français. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il en français laborieux. « Pourquoi » D'un geste énergique, Poirot lui fit signe de s'asseoir devant lui, dans un coin du compartiment. « Pourquoi » répéta McQueen. Puis, il continua dans sa propre langue. « Que se passe-t-il dans le train ? Est-il arrivé quelque chose ?»« Parfaitement, » répondit Poirot. « Il s'est passé quelque chose. Préparez-vous à recevoir un choc. Votre patron, Mr. Ratchet, est mort. » La bouche de McQueen s'arrondit pour émettre un sifflement. Sauf la flamme légère qui passa dans son regard, il ne trahit aucun signe d'émotion ou de chagrin. « Ils l'ont tout de même eu, cette fois, » dit-il. « Qu'entendez-vous par là, monsieur McQueen ?» McQueen hésita un moment. « Selon vous, Mr. Ratchet aurait été assassiné ?» demanda Poirot. « Il n'a pas été assassiné ?» Cette fois, McQueen parut éprouver une violente surprise. « Ma foi, je croyais qu'il avait été assassiné. Voulez-vous dire qu'il est mort naturellement pendant son sommeil ? Le vieux était d'une santé... » « Non, non, » interrompit Poirot. « Vos soupçons sont justes. Mr. Ratchet a été tué, poignardé. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous étiez si sûr qu'il s'agissait d'un crime et non d'une mort naturelle. » McQueen réfléchit quelques secondes. « Je voudrais d'abord savoir qui vous êtes et connaître votre rôle dans cette affaire. Je représente la Compagnie internationale des wagons-lits. Je suis un détective. Je m'appelle Hercule Poirot. » Si Poirot s'attendait à produire une forte impression sur le jeune homme, il en fut pour ses frais. McQueen poursuivit simplement. « Ah oui ?» et attendit que Poirot continuât. « Vous me connaissez peut-être de nom. En effet, ce nom ne m'est pas tout à fait inconnu, mais je croyais qu'il appartenait à un grand couturier. » Hercule Poirot le toisa avec dédain. « C'est inconcevable !» s'exclama-t-il. « Qu'est-ce qui est inconcevable ? » « Rien. Revenons à nos moutons. Monsieur McQueen, je vous prie de me dire tout ce que vous savez sur la victime. Vous lui êtes parent ? » « Non, je suis, ou plutôt, j'étais son secrétaire. » « Depuis combien de temps occupiez-vous cette situation ? » ?»« Depuis 1 an. » « Donnez-moi tous les renseignements possibles. » « J'ai fait la connaissance de Mr. Ratchet il y a un peu plus d'1 an, lorsque j'étais en Perse. » Poirot l'interrompit. « Que faisiez-vous dans ce pays ? » « J'étais venu de New York pour visiter une concession de pétrole. Inutile d'entrer dans les détails. L'affaire a mal tourné pour mes amis et pour moi.
Mr. Ratchet habitait dans notre hôtel. Il venait de renvoyer son secrétaire et m'offrit l'emploi. À bout de ressources, je fus trop heureux d'accepter cette situation largement rémunérée. Et depuis, nous avons beaucoup voyagé. Mr. Ratchet désirait voir le monde, mais il était handicapé par son ignorance des langues étrangères. Ce genre d'existence ne me déplaisait pas. Donnez-moi tous les renseignements possibles sur le compte de votre patron. Le jeune homme haussa les épaules d'un air perplexe. Vous m'imposez là une tâche difficile. Quel est son nom exact? Samuel Edward Ratchet. Était-il américain? Oui. De quelle partie de l'Amérique venait-il? Je n'en sais rien. Alors, dites-moi ce que vous savez. Le fait est, monsieur Poirot, que je ne sais rien du tout. Mr. Ratchet ne me parlait jamais de lui-même ou de son existence en Amérique. En soupçonnez-vous la raison? Non. J'imagine qu'il rougissait de ses débuts. Bien des hommes éprouvent cette espèce de honte. A-t-il de la famille? Il n'y a jamais fait allusion. Voyons, monsieur McQueen, vous vous êtes certainement fait une opinion personnelle sur cet homme. Naturellement. Tout d'abord, je ne crois pas que Ratchet soit son véritable nom et je soupçonne qu'il ait quitté l'Amérique pour échapper à quelqu'un. Il semble y avoir réussi, jusqu'à ces 2 dernières semaines. Qu'arriva-t-il alors? Il reçut des lettres de menaces. Les avez-vous vues? Certes. Dépouiller la correspondance entrait dans mes attributions. La première lettre arriva il y a une 15aine de jours. Ces lettres ont-elles été détruites? Non, pas toutes. J'en conserve encore 2 dans mon classeur. Voulez-vous que j'aille les prendre? Je vous en prie. McQueen sortit du compartiment. Il revint quelques minutes plus tard et posa devant Poirot 2 feuilles de papier ordinaire fort maculées. La première lettre, sans signature, était rédigée en ces termes. Vous pensiez nous glisser entre les mains et en être quitte à bon compte, mais détrompez-vous. Nous avons juré de vous avoir et nous vous aurons. Sans autre commentaire qu'un froncement de sourcils, Poirot lut la seconde lettre. Nous allons vous emmener en promenade, Ratchet, et bientôt nous aurons le dernier mot. Le style est un peu monotone, observa Poirot en posant la lettre. L'écriture l'est certes moins. McQueen le regarda fixement. Vous ne l'avez certainement pas remarqué, monsieur McQueen, dit Poirot d'un ton cordial. Il faut un œil exercé pour s'en apercevoir, mais cette lettre a été composée par 2 personnes, ou peut-être davantage. Chacune d'elles a tracé une lettre ou un mot à la fois. En outre, on a écrit en caractères typographiques, ce qui rend plus difficile l'identification de l'écriture. Poirot fit une pause, puis ajouta. Savez-vous que Mr. Ratchet m'a demandé de le protéger? Vous? L'étonnement de McQueen indiquait nettement qu'il n'avait pas été mis au courant de cette demande. Oui, moi, affirma Poirot. Il paraissait fort inquiet. Quelle fut son attitude à la réception de la première lettre? Il se contenta de rire sans se départir de son calme extérieur. Cependant, je sentis qu'il s'efforçait de dissimuler son trouble. Poirot posa ensuite à McQueen une question tout à fait inattendue. « Monsieur McQueen, voulez-vous me dire franchement votre opinion sur votre patron? Vous plaisait-il » Hector McQueen ne répondit qu'au bout d'un moment. « Non, il ne me plaisait pas. » Pourquoi? Je ne pourrais en expliquer exactement la raison. Il se montrait toujours aimable. Le jeune homme s'arrêta avant de poursuivre.
En toute sincérité, monsieur Poirot, cet homme ne m'inspirait aucune confiance. Il me produisait l'effet d'être un être cruel et dangereux. J'avoue, toutefois, n'avoir aucun motif personnel de le juger ainsi. Je vous remercie, monsieur McQueen. Ah, encore une question. Quand avez-vous Mr. Ratchet vivant pour la dernière fois? Hier soir, vers 10 heures, je me rendis à son compartiment pour prendre quelques notes. Sur quel sujet? Il s'agissait de poterie antique achetée en Perse. La livraison ne répondait pas du tout à la commande. Il s'ensuivit une longue et fastidieuse correspondance. C'est bien la dernière fois que vous avez vu Mr. Ratchet en vie? Oui. Savez-vous quand Mr. Ratchet reçut la dernière lettre de menace? Le matin du jour où il quitta Constantinople. Je voudrais encore vous demander si vous étiez en bons termes avec votre patron. Les yeux du jeune homme clignotèrent. Voici le moment tragique où je devais avoir la chair de poule. Mais non. Ratchet et moi, nous n'avions jamais eu une querelle. Monsieur McQueen, voulez-vous me décliner vos noms et prénoms et m'indiquer votre domicile en Amérique? Hector Willard McQueen donna son adresse permanente à New York. Poirot s'appuya en arrière sur les coussins. Cela suffit pour le moment, monsieur McQueen. Je vous serai très obligé de garder pour vous la nouvelle de la mort de Mr. Ratchet. Son domestique Masternam l'apprendra vite. Peut-être est-il déjà au courant. En ce cas, tâchez de lui faire tenir sa langue. Ce ne sera pas difficile. En vrai anglais, il garde ce qu'il sait pour lui. Il possède une piètre opinion des Américains et n'en a aucune en ce qui concerne les gens d'autres nationalités. Merci, monsieur McQueen. L'Américain s'en alla. Eh bien, fit monsieur Bouc, vous ajoutez foi aux déclarations de ce jeune homme? Il me paraît honnête et franc. Il n'a pas prétendu éprouver de l'affection envers son patron, comme il l'eût fait s'il avait eu quelque faute à se reprocher. Mr. Ratchet ne lui a pas révélé qu'il avait, sans succès, essayé d'utiliser mes services. Je ne crois pas qu'il fallait voir là une circonstance suspecte. Mr. Ratchet était sans doute un de ces hommes qui se passent le plus possible du conseil des autres. Voilà donc une personne que vous déclarez innocente, observa M. Bouc en riant. Poirot lui adressa un regard de reproche. Moi, je soupçonne tout le monde jusqu'à la dernière minute. Toutefois, j'admets que je ne vois nullement le discret et pondéré McQueen perdant la tête et lardant son patron d'une douzaine de coups de poignard. Cela ne correspond pas du tout à son caractère. Non, dit M. Bouc, l'air pensif. Cette férocité semble presque l'œuvre d'un dément et suggérerait plutôt la haine passionnée d'un latin. À moins que, selon l'opinion de notre ami le chef de train, le crime n'ait été commis par une femme. Chapitre 7. Le cadavre. Suivi du docteur Constantine, Poirot passa de la voiture voisine et se rendit au compartiment occupé par la victime. Le contrôleur leur ouvrit la porte avec son passe-partout. Les deux hommes entrèrent et Poirot demanda « A-t-on dérangé quelque chose ici ?» Rien n'a été touché. J'ai même évité de retourner le corps en procédant à mon examen. Poirot, satisfait, regarda autour de lui. Ce qui le frappa tout d'abord, ce fut le froid intense qui pénétrait par la portière dont la glace était encore ouverte. « Brrr !» fit Poirot. L'autre sourit. « J'ai préféré ne pas la fermer, » dit-il. Poirot examina la fenêtre. « Vous avez raison, docteur. Personne n'est sorti par ici, comme voudrait le faire supposer la vitre ouverte. La neige a déjoué les plans de l'assassin. » Prenant une petite boîte dans sa poche,
Il souffla un peu de poudre sur le bord de la fenêtre. Pas d'empreintes. Cela démontre qu'on les a essuyées. S'il y en avait eu, elles ne nous auraient guère avancé. Elles eussent été celles de Mr. Ratchet, de son domestique ou du contrôleur. De nos jours, les criminels ne commettent pas de pareilles bévues. Puisqu'il en est ainsi, ajouta-t-il, fermons cette vitre. On se croirait dans un frigorifique. Il joignit l'acte à la parole et pour la première fois, il porta son attention vers le corps allongé sur la couchette. Ratchet gisait sur le dos. Sa veste de pyjama, souillée de taches rouges, avait été déboutonnée et écartée. « Je voulais constater l'état des blessures, » expliqua le médecin. « Ce n'est pas joli à voir, » dit Poirot avec une grimace de dégoût. Le meurtrier a dû se tenir là, debout et frapper à coups redoublés. Combien de blessures y a-t-il au juste ? J'en ai compté 12. Une ou deux d'entre elles sont seulement à des éraflures. D'autre part, 3 des coups portés auraient suffi à déterminer la mort. Quelque chose dans la voix du médecin intrigua Poirot. Le détective observa le grec qui, les sourcils froncés, regardait le cadavre. « Vous venez de découvrir une anomalie quelconque, n'est-ce pas ? Parlez, lui conseilla-t-il doucement. Dites-moi ce qui vous étonne. Je remarque ici un étrange phénomène. Quoi donc ? Regardez ces 2 blessures, celle-ci et celle-là. Il les désigna de l'index. Elles sont profondes. La coupure a certainement touché des vaisseaux sanguins. Et pourtant, les bords ne sont pas béants. Elles n'ont pas saigné comme elles auraient dû le faire normalement. Ce qui signifie que l'homme était déjà mort depuis un moment avant de recevoir ces coups. Mais c'est absurde. À moins, dit Poirot pensivement, que le meurtrier, imaginant son œuvre incomplète, ne soit revenu frapper ces 2 coups pour plus de sûreté. Mais cette hypothèse est un peu vraisemblable. Rien d'autre ? Si, encore un détail. Lequel ? Vous voyez cette blessure ? Sous le bras droit, près de l'épaule. Prenez mon crayon. Tenez. Essayez de frapper un coup pareil. Poirot abaissa vivement la main. Je comprends. Avec la main droite, c'est presque impossible. Il faudrait frapper en retournant le poignet. Mais en servant de la main gauche. Précisément, monsieur Poirot. Ce coup a dû être donné de la main gauche. Notre assassin est donc gaucher ? Non, n'est-ce pas ? C'est plus compliqué que cela paraît. Vous avez raison, monsieur Poirot. Quelques-uns de ces autres coups ont visiblement été frappés de la main droite. 2 assassins, alors. L'électricité était-elle allumée ? Demanda vivement le détective. C'est difficile à dire. Chaque matin, le contrôleur coupe le courant vers 10 heures. Voyons le commutateur, dit Poirot. Il examina le bouton qui commandait la lampe du plafond et la lampe liseuse à la tête du lit. Eh bien, conclut Poirot, tout a été éteint. Nous voici devant l'hypothèse du premier et du deuxième assassin, comme s'exprimerait l'illustre Shakespeare. Le premier assassin s'acharne sur la victime et quitte le compartiment après avoir tourné la lumière. Le second assassin se glisse dans l'obscurité, ne voit pas que la besogne a déjà été faite et frappe au moins 2 coups sur le cadavre. Que pensez-vous de mon idée ? Magnifique ! S'exclama le médecin avec enthousiasme. Vous trouvez ? Me voilà rassuré. Je craignais d'avoir proféré une absurdité. Quelle autre explication pourrait-on fournir de ces 2 dernières blessures ? Je me le demande.
Existe-t-il d'autres indices confirmant l'intervention de deux meurtriers? Je crois pouvoir l'affirmer. Quelques-uns de ces coups, comme je l'ai déjà dit, dénotent une certaine faiblesse, un manque de force ou de volonté. Tandis que celui-ci et celui-là, il indiqua les deux blessures refermées, ont exigé une grande vigueur physique. À votre avis, seul un homme aurait pu les porter? J'en suis presque certain. Une femme en eût été incapable? Une jeune femme très vigoureuse, disons une athlète, en aurait peut-être été capable, particulièrement sous l'influence d'une forte émotion, mais selon moi, c'est presque impossible. Poirot demeura silencieux. Intrigué, le médecin lui demanda: « Vous saisissez mon point de vue ?»« À merveille, » dit Poirot. « Tout s'éclaire de façon éblouissante. Le meurtrier est un homme très fort, très faible, c'est une femme, il est droitier, il est gaucher. Ah, tout cela est de plus haut comique. » Puis, avec une brusque colère: « Et la victime? Que vient-elle dans tout cela? Crie-t-elle? Se débat-elle? Se défend-elle ?» Il glissa sa main sous l'oreiller et exhiba le petit revolver automatique que Ratchet lui avait montré la veille. « Entièrement chargé. Constatez-le. » Ils promenèrent leurs regards autour d'eux. Les vêtements de Ratchet pendaient au pater contre la cloison. Sur la petite table formée par le couvercle de la cuvette des toilettes se trouvaient différents objets. Dans un verre d'eau, le dentier du mort. À côté de la bouteille d'eau minérale, un verre vide, un grand flacon et un cendrier contenant le bout d'un cigare, des fragments de papier carbonisé et aussi 2 allumettes qui avaient servi. Le docteur saisit le verre vide et le renifla. « Voici ce qui nous explique l'inertie de la victime. »« On l'a endormie ?»« Oui. » Poirot ramassa les 2 bouts d'allumettes et les examina de très près. « Avez-vous découvert un indice quelconque ?» lui demanda le petit médecin. « Ces 2 allumettes présentent des formes différentes. L'une est plus plate que l'autre. » Les plates se vendent dans le train. Poirot fouilla les poches de Mr. Ratchet, en retira une boîte d'allumettes et compara celle-ci avec les 2 autres. L'allumette ronde a été enflammée par Mr. Ratchet. Voyons s'il possède aussi des plates. Une nouvelle recherche demeura vaine. Les yeux de Poirot, vifs et perçants comme ceux d'un oiseau, scrutaient les coins et recoins du compartiment. Aucun détail ne pouvait lui échapper, semblait-il. Poussant une légère exclamation, il se baissa et ramassa un objet sur le tapis, un petit carré de batiste portant, au coin, l'initiale H brodée. « C'est un mouchoir de femme, » dit le docteur. Le chef de train ne se trompait pas. Il y a une femme là-dessous. Par une coïncidence providentielle, elle laisse son mouchoir derrière elle, expliqua Poirot, tout comme dans les romans et les films policiers. Et, pour nous faciliter encore la tâche, ce mouchoir est marqué d'une initiale. Quelle utile indication, n'est-ce pas? Le ton de Poirot étonna le médecin. Sans lui donner le temps de poser une question, Poirot se baissa de nouveau vers le sol. Cette fois, il ramassa un cure-pipe. « Cet objet appartient peut-être à Mr. Ratchet ?» suggéra le médecin. « Je n'ai pas trouvé de pipe dans ses poches, ni tabac, ni blague à tabac. » En ce cas, ce serait encore une pièce à conviction. « Certainement. Et elle nous arrive fort à point. Cette fois, il s'agit d'un accessoire de fumeur. Ne nous plaignons pas, en l'occurrence, de manquer de fil conducteur. Ils abondent au contraire. À propos, où est l'arme du crime ?
Je n'en ai vu aucune trace. L'assassin a dû l'emporter avec lui. Pour quelle raison? Ah! Le médecin explorait délicatement les poches du pyjama de la victime. Tiens, je n'avais pas remarqué ceci. De la pochette de la veste, il retira une montre en or. Le boîtier était tout bossué et les aiguilles marquaient 1h15. Voyez, nous avons là l'heure du crime. Mes calculs tombent juste. L'assassin a eu lieu entre minuit et 2h du matin, et j'avais même ajouté vers 1h, encore qu'il soit difficile d'être précis en cette matière. Eh bien, en voilà la confirmation. Le crime a été commis à 1h15. Possible, très possible. Le médecin leva sur Poirot un regard interrogateur. Excusez-moi, monsieur Poirot, mais je ne vous comprends pas du tout. Je ne me comprends pas davantage moi-même, et je ne comprends rien à l'affaire. Voilà ce qui me consterne. Poussant un soupir, il se pencha au-dessus de la petite table et examina les débris de papier carbonisé. Ce qu'il me faudrait pour l'instant, dit-il, c'est un carton à chapeau d'un ancien modèle. Le docteur Constantine ne sut que penser de cette remarque inattendue. Poirot ne lui accorda pas le temps de l'interroger. Ouvrant la porte du couloir, il appela le contrôleur. L'homme accourut. « Combien de femmes voyagent dans ce wagon ?» Le contrôleur compta sur ses doigts. 1, 2, 3, 6, monsieur. La vieille dame américaine, la suédoise, la jeune anglaise, la comtesse Andrény et madame la princesse Dragomirov avec sa femme de chambre. Poirot réfléchit un instant. Toutes ces personnes possèdent des cartons à chapeau, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bon. Veuillez m'apporter ici celui de la suédoise et celui de la femme de chambre. Ces 2 femmes sont nos seuls espoirs. Dites-leur qu'il s'agit de la douane, ou donnez-leur tout autre prétexte qui vous passera par la tête. Tout ira bien, monsieur. Pour l'instant, ni l'une ni l'autre de ces dames ne sont dans leur compartiment. Alors, faites vite !» Le contrôleur s'éloigna rapidement et revint les 2 cartons à chapeau. Poirot ouvrit celui de la femme de chambre et la repoussa. Puis, il s'empara de l'autre et ne put réprimer une exclamation de joie. Enlevant les chapeaux avec précaution, il découvrit des petits rouleaux de fine toile métallique. « Ah, voici ce qu'il nous faut. Il y a une 15aine d'années, tous les cartons à chapeau étaient fabriqués de la sorte. On fixait les chapeaux avec de longues épingles qui s'accrochaient dans le réseau de métal. » Tout en parlant, Poirot retira 2 de ces dispositifs. Puis, il remit les chapeaux en place et pria le contrôleur de reporter les cartons où il les avait pris. La porte refermée, Poirot se retourna vers le médecin. « Vous saisissez, mon cher docteur. Je ne suis pas de ceux qui se reposent entièrement sur la procédure des experts. Dans une affaire, j'étudie le côté psychologique, de préférence aux empreintes digitales ou à la cendre de cigarette. Mais, dans le cas présent, j'accepterais volontiers l'aide d'un homme de science. Les indices foisonnent dans ce compartiment, mais comment savoir s'ils ne sont point simulés? Là, je ne vous suis plus, monsieur. Eh bien, voici un exemple. Nous mettons la main sur un mouchoir de femme. Est-ce bien une femme qui l'a perdu? Si le criminel est un homme, il a pu se tenir ce raisonnement. Pour faire croire qu'une femme a tué, je larderai ma victime de coups de couteau, dont quelques-uns faibles et inoffensifs, et j'abandonnerai ce mouchoir-là où on ne pourra manquer de le trouver. Première supposition. En voici une autre. Une femme a-t-elle commis ce crime et laissé tomber un cure-pipe pour donner le change?
Ou devons-nous conclure que deux individus, un homme et une femme, ont agi chacun de leur côté et commis tous deux l'imprudence d'oublier un objet capable de les identifier? Cette coïncidence me paraît invraisemblable. Quel rôle joue ici le carton à chapeau? Ah, nous y voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'arrêt de la montre, le mouchoir, le cure-pipe peuvent être des indices véritables ou simulés. Jusqu'ici, je ne saurais rien affirmer, mais je découvre une piste qui, si je ne me trompe, n'est point truquée. Je veux parler de cette allumette plate. Je crois qu'on ne s'en est servi pour brûler un papier compromettant. Peut-être une lettre dont les termes révéleraient l'identité du coupable. Je vais m'efforcer de tirer cela au clair. Il quitta le compartiment et réparut quelques instants après, portant un petit réchaud à alcool et un fer à friser. « Je m'en sers pour mes moustaches, » expliqua-t-il. Le médecin, intéressé, vit le détective aplatir les deux morceaux de toile métallique, glisser le bout de papier carbonisé sur l'un d'eux et appliquer l'autre morceau par-dessus. Il maintient ensuite le tout dans cette position à l'aide de sa pince et le plaça au-dessus du réchaud allumé. Ceci n'est qu'un pis-aller. Espérons que nous obtiendrons le résultat voulu. Le métal commença de rougir et soudain des signes apparurent sur le papier noirci. Des mots se formèrent lentement en lettres de feu. Sur ce petit fragment de papier, on pouvait lire 6 mots et la fin d'un autre. « Heunnez-vous de la petite Daisy Armstrong. »« Ah !» s'exclama Poirot. « Cela vous apprend-il quelque chose ?» demanda le médecin. Les yeux brillants, le détective posa sa pince. « Oui, à présent, je connais le véritable nom du mort et la raison pour laquelle il ne résidait plus en Amérique. »« Comment s'appelait-il ?»« Cassetti. »« Cassetti ? Ce nom évoque en moi un souvenir. Je ne sais plus au juste. Ne s'agit-il pas d'une affaire qui s'est passée aux États-Unis ? » ?»« Oui, » répondit Poirot. Poirot, peu enclin à se montrer communicatif, promena son regard autour de lui et conclut. « Nous en reparlerons tout à l'heure. Assurons-nous d'abord si rien de ce qu'il y a à voir ici ne nous a échappé. » D'une main habile, il inspecta de nouveau les poches du défunt sans rien découvrir d'intéressant. Il essaya d'ouvrir la porte de communication entre deux compartiments, mais de l'autre côté, le verrou était poussé. « Un point m'intrigue, » remarqua le docteur Constantine. « Si l'assassin ne s'est pas enfui par la fenêtre, si cette porte de communication était fermée au verrou de l'autre côté, et si la porte du couloir était non seulement fermée à clé, mais aussi au moyen de la chaînette de sûreté, par où le meurtrier a-t-il pu sortir ? C'est ce que je veux savoir, le public, lorsque l'illusionniste est emprisonné, pieds et poings liés dans une armoire. » « Vous dites ? » ?»« Je prétends, » expliqua Poirot, « que si le meurtrier veut nous faire croire qu'il a sauté par la fenêtre, il s'arrangera pour que les deux autres issues paraissent impraticables. Comme pour l'illusionniste de l'armoire, il existe un truc là-dessus. À nous de le démasquer. » Il poussa le verrou et la porte de communication et expliqua ce geste. C'est pour le cas où l'excellente Mrs. Hubbard s'aviserait de recueillir des détails inédits sur le crime pour les transmettre à sa fille. Il jeta un dernier coup d'œil dans le compartiment. « Il ne nous reste plus rien à faire ici, dit-il. Allons rejoindre Monsieur Bouc. »